Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour l'un de nos magazines spéciaux concernant la pandémie de coronavirus dans la région Moyen-Orient. Notre magazine s'appelle normalement Israël au cœur du Moyen-Orient et nous faisons 2 à 3 interventions par semaine pour faire le point sur ce qui se passe dans notre région. Avec comme invité aujourd'hui Freddy Ethan. Bonjour Freddy. Freddy, Bonjour. vous êtes le directeur du CAP, c'est-à-dire CAPE, le Centre des affaires publiques et de l'État, qui est en fait la branche francophone du JCPA, le Jerusalem Center for Public Affairs, basé donc à Jérusalem. Vous êtes un diplomate chevronné qui a occupé plusieurs postes en Europe, dans les ambassades et les consulats, et vous avez été aussi ambassadeur d'Israël en Mauritanie, et vous êtes par ailleurs l'auteur de nombreux ouvrages d'analyse de la scène politique israélienne et moyen-orientale, et aussi de certains portraits de grandes figures du monde politique de l'État hébreu. Alors notre sujet du jour, dans le cadre de ce magazine, c'est la pandémie galopante du coronavirus en Iran, avec donc près de officiellement 4000 morts, en fait sans doute beaucoup plus, et des dizaines de milliers de gens touchés, et le tout face à un régime totalitaire et dictatorial qui fait tout pour censurer la réalité en accusant parallèlement Israël et les États-Unis, des boucs émissaires faciles, n'est-ce pas, d'aggraver l'épidémie. Alors, d'ailleurs, Téhéran qui a déployer des bataillons de son armée et aussi des commandos des gardes de la révolution islamique dans les villes et aux portes des villes, traite cette pandémie en tout point comme une guerre biologique qui aurait été déclenchée par le grand Satan américain et le petit Satan israélien. Le ministre des Affaires étrangères iranien a lui-même déclaré, Zarif, qu'il s'agissait de terrorisme médical. Or, c'est dans ce contexte de censure et de comportements en tout point dictatoriaux, avec donc des boucs émissaires qu'on essaie de trouver. C'est dans ce contexte que l'Europe et la France, pourtant déjà frappées très durement par le coronavirus, ont décidé la semaine dernière de faire parvenir une aide médicale et économique à l'Iran de toute urgence. C'est un paradoxe, mais comment vous l'expliquez, Freddy, cette situation ? Écoutez, tout d'abord, il faut dire que la pandémie du coronavirus a changé complètement la géopolitique planétaire, mais aussi, surtout au Moyen-Orient. Parce que au Moyen-Orient, je dirais que c'est le berceau des 3 religions monothéistes, où le nombre le plus important est concentré donc dans cette région, et le nombre important de religieux, de pèlerins, et aussi de lieux saints à haut risque. Et donc, les habitants, je dirais, les habitants qui se trouvent depuis des millénaires, ont donc changé complètement chez les juifs comme chez les musulmans et aussi les chrétiens, ont changé complètement leurs habitudes et ont refusé le confinement. Donc, pour eux, il est clair que la croyance était importante, mais les autorités, craignant évidemment le pire, ont essayé de faire appliquer la loi. Alors, comment ils font ? En Iran, par exemple, les autorités profitent donc de cette crise pour maîtriser d'abord les opposants et éviter des manifestations. Comme vous le savez, il y a eu des manifestations que nous avons connues il y a à peine quelques mois où il y a eu plus de 4000 morts et que les gardiens de la révolution ont réprimé avec une violence terrible. Et aussi, on adopte donc aussi une politique mensongère. Et d'abord sur la crise, sur les contaminés, les chiffres sont dissimulés d'une part, et évidemment, on a vu avec le cas, comme vous le souvenez, du crash de l'avion Boeing d'Ukraine Airlines, où on avait dit que c'était pas un missile qui a abattu, mais que l'avion s'est écrasé accidentellement. Et on sait exactement ce qui s'est passé. Donc, il y a ça, mais d'autre part aussi,
Et c'est pour ça que c'est encore plus compliqué. On profite donc de cette crise pour dissimuler les sites nucléaires et la poursuite donc du programme nucléaire. Et dans ce contexte-là, on menace les États-Unis pour dire, vous avez parlé du Satan, du grand Satan, on menace les États-Unis de ne pas lancer des raids contre, évidemment, des attentats qui pourraient être surtout en Irak. Et comme vous le savez, en Irak, il y a une grande majorité de chiites. Oui, et donc en Irak, on a vu ces derniers jours que les milices chiites avaient repris leur bombardement des bases et de certaines bases américaines, donc sur ordre de Téhéran. Alors, comment pour en venir à ce positionnement de l'Europe tout de même assez surprenant, comment vous expliquez que l'Europe, qui avait déjà manifesté sa sympathie vis-à-vis de Téhéran en voulant continuer à faire des affaires, en essayant de contourner les sanctions américaines, comment vous expliquez qu'en pleine crise, alors que on a affaire dans les grands pays européens à une situation catastrophique, c'est le cas de la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne, eh bien l'Europe s'est dépêchée au chevet de l'Iran? Écoutez, on assiste à une campagne généralisée dans les médias européens en disant qu'il y a évidemment un désastre sanitaire. Non seulement concernant le coronavirus, mais aussi concernant ce qui va se passer dans la bande de Gaza. Donc, on explique dans les médias européens qu'il faut venir au secours donc de cette population. Et la crise, évidemment, on profite de cette crise pour amplifier, évidemment, le désastre. Et là, on se pose la question, pourquoi les Européens n'ont pas réagi avant eux-mêmes concernant le coronavirus, et ils font la même chose. Donc, je dirais même, il y a une réaction tardive de l'Europe. Cela n'est pas la première fois, et on le sait, les réactions tardives de l'Europe, on l'a vu avec la vague du terrorisme islamique d'une part, et récemment, on le voit ces jours-ci même en France, et d'autre part, concernant l'immigration. Donc, il y a une réaction tardive concernant la nouvelle crise qui est une crise qui est sanitaire et médicale. On n'est pas préparé à cela. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cette campagne essaye, d'une part, sur le plan diplomatique, faire pression sur les Américains pour qu'ils lèvent les sanctions, pour qu'ils ne mettent plus l'Iran en quarantaine. Et il y a, on le sait, et c'est vrai, selon l'accord qui a été signé à Vienne, comme vous le savez, en 2015, sur le plan humanitaire, il ne peut y avoir des sanctions. Et c'est là, si vous voulez, cet article-là qu'on peut évidemment laisser faire les Européens. Et c'est pour ça que les Européens, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France ont envoyé du matériel médical, et ils continuent donc à faire pression. Mais comment ils l'ont fait? Ils l'ont fait par un système qui s'appelle INSEX, c'est-à-dire on a détourné les sanctions d'une manière assez maligne par la ruse, et on a créé, si vous voulez, ce système pour pouvoir continuer et acheminer l'aide à l'Iran. Alors, vous avez remarqué, sans doute, vous qui suiviez de près les affaires européennes et notamment françaises, vous avez remarqué que ces derniers jours, cette décision d'aider sanitairement l'Iran, accompagnée de toutes les explications démagogiques qui ont été fournies par les grandes capitales européennes, en fait, a été mal vue, notamment dans la classe politique française. Il y a plusieurs voix qui se sont élevées pour condamner cette aide subite, alors que la France se dépatouille elle-même avec un manque de moyens. Est-ce que vous pensez que ça va prendre de l'ampleur, ou alors est-ce que le pouvoir à Paris étouffe ces voix dissidentes? Non, écoutez, Paris, la France était mal préparée à cette crise, même sur le plan médical. D'ailleurs aussi en Israël, personne, c'est venu subitement, il faut le reconnaître, il faut avouer que c'est une crise qu'on n'a jamais connue depuis un siècle. Donc, il fallait se préparer. Mais je crois que la France aujourd'hui, et c'est ça qui aussi, pas seulement concernant la France, on a compris que l'Europe est divisée, est déchirée. C'est-à-dire, il n'y a plus de solidarité.
Et donc, on l'a vu avec l'Italie, avec le cas italien. Les Italiens qui sont venus à la rescousse des Italiens? C'est la Russie et les Cubains et la Chine, et qui continuent à œuvrer et à livrer des masques et du matériel médical. Donc, il n'y a plus cette solidarité. Il y a chacun pour soi. Et donc, il y a aussi sur le plan, je dirais, sur le plan constitutionnel, c'est-à-dire sur le plan même européen. Et après le Brexit, tout cela, c'est fond comme un château de cartes. Et donc, il faudrait, particulièrement pour la France, et concernant d'autres crises, concernant le terrorisme comme l'immigration, il faudrait trouver une solution, car si cela continue, cela pourrait avoir d'autres crises après la pandémie. Donc, après cela, il faut réfléchir à après, parce que après, il y aura sans doute une vague de terrorisme islamique. Aujourd'hui, les islamistes sont évidemment, il y a un terrorisme, je dirais, latent, bien préparé, et comme vous le savez, le terrorisme se prépare et il est là pour se préparer. Il faut avoir un certain temps, un laps de temps pour préparer donc les actes terroristes. Et aussi, il faut dire, concernant par exemple le coronavirus en France, il faut déplorer ce qu'on a fait avec le médecin Didier Raoult, comme vous le savez, avec la chloroquine, et où on voit même un dessin de Plantu qui évidemment dérive et met l'attention non seulement sur la France, mais il parle effectivement des soldats israéliens mettent en quarantaine, donc avec des masques, des Palestiniens. Oui, et ce, alors que la situation à Gaza est peut-être inquiétante, mais pas aussi tragique que dans d'autres parties du Moyen-Orient. Pour en revenir enfin à ce qui se passe en Iran, il y a tout de même on a relevé ces dernières 48 heures une contradiction dans le discours officiel iranien, puisque le président iranien Hassan Rouhani a fait une déclaration importante hier en disant que textuellement, les sanctions n'empêchaient pas le régime de combattre contre la pandémie, et des propos un peu étonnants, puisque son ministre des Affaires étrangères, Zarif, je le citais tout à l'heure, a lui au contraire dénoncé en fin de semaine dernière le terrorisme sanitaire des grandes puissances, et notamment des États-Unis. Alors comment vous expliquez que ce régime iranien parle à deux voix, parce que le président dit une chose, le ministre des Affaires étrangères en dit une autre qui est tout à fait contraire? Est-ce que c'est un signe d'affolement ou est-ce que c'est une tactique de ruse bien comprise? Oui, on connaît effectivement la rengaine. Évidemment, dans ce contexte-là, le régime iranien des ayatollahs joue un double jeu. Et le double jeu a été toujours vis-à-vis d'une part, c'est comme exactement, je donne l'exemple d'Arafat. L'Arafat, par exemple, parle à sa population en arabe un autre langage qui parle, c'est pas le même langage qu'il dit dans les cercles diplomatiques ou même vis-à-vis des chancelleries. Donc, c'est la même chose. Zarif est là pour expliquer au monde entier comme quoi l'Iran n'est pas capable aujourd'hui, d'une part, de produire une bombe atomique, mais aussi n'est pas capable de gérer la crise parce qu'il y a des sanctions. Mais il y a là une situation beaucoup plus grave, parce que demain, les Iraniens, d'abord, on ne sait pas combien, le chiffre est tout à fait, on parle aujourd'hui de 3 000 ou 4 000, mais aujourd'hui, les contaminés, ceux qui ont été atteints par la maladie, sont beaucoup plus nombreux. Et certains chiffres, parce que l'Internet ne joue plus aujourd'hui en Iran, il y a des problèmes de transmission, contrairement à ce qu'on a vu avec les manifestations. Il y a une censure très sévère et on ne sait pas ce qui se passe dans les petits villages. Et donc, dans ce contexte-là, les Iraniens, les ayatollahs, le régime, essayent de museler et réduire la liberté d'expression. Et là, c'est une situation qui est dans tous les régimes totalitaires. Il y a ce double langage vis-à-vis de la communauté internationale et vis-à-vis de la population. Je donne un autre exemple qui est notre voisin, c'est l'Égypte de Sisi. L'Égypte de Sisi, il y a un problème en Égypte. Comme vous le savez, l'Égypte
et il y a plus de 90 millions d'habitants. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment ils vont gérer la crise. Donc, et là aussi, il y a dans les prisons, il y a beaucoup des arrestations qui ont été faites après la révolution, donc contre Morsi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis en quarantaine, non seulement en quarantaine, derrière les barreaux, les frères musulmans. Aujourd'hui, il y a une révolte dans les prisons, et il est présent aussi en Iran, et donc on est obligé de les libérer, et donc il y aura un chaos non seulement sur le plan économique, comme ça existe d'ailleurs au Liban aussi. Donc toute la région est là, et il faudrait se préparer, et donc c'est pour ça que la géopolitique a complètement changé au Moyen-Orient, et d'une façon tout à fait différente. Ce n'est plus les menaces des fusées et autres, mais c'est toujours l'arrière qui est victime. C'était hier vis-à-vis des fusées, vis-à-vis des missiles, et aujourd'hui vis-à-vis de cette maladie. Alors, dernière question concernant justement l'Iran, Freddy. Est-ce que c'est une question que j'avais déjà posée à un autre spécialiste il y a quelques jours? Est-ce que vous ne pensez pas que le cocktail d'un régime totalitaire aux abois, une dictature oppressante qui bafoue les libertés et qui n'a aucun problème pour tirer sur des foules avec les mitrailleuses, comme on l'a vu ces dernières années dans les manifestations économiques des Iraniens eux-mêmes, est-ce que ce cocktail entre un régime totalitaire qui est maintenant encore plus aux abois à cause de cette pandémie, qui n'arrive pas à la gérer, est-ce que ça ne risque pas de mener à des fuites en avant, pas seulement les petites bavures qu'on voit en Irak où on tire sur les bases américaines, mais est-ce qu'à un certain moment, si les Iraniens sortent dans les rues, ce n'est pas encore le cas, mais s'il y a vraiment un mouvement de révolte que le régime n'arrive pas à endiguer, est-ce qu'on ne peut pas craindre une fuite en avant dans le cas justement d'une crise pandémique accélérée où le régime jouerait son va-tout en essayant peut-être de s'en prendre à Israël avec ce qu'il a comme missile? Est-ce que c'est ce scénario catastrophe là de plusieurs crises qui se superposent? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est quand même quelque chose qu'Israël devrait suivre de près? Oui, Israël doit être vigilant, évidemment, parce que le problème est parce que l'Iran, c'est à nos portes, c'est-à-dire c'est le Hezbollah, c'est le Liban. Et donc, c'est un satellite, comme vous le savez, de l'Iran. Et le Hezbollah aussi, parce que je parlais tout à l'heure du Liban, parce qu'il y a une crise financière terrible au Liban. Institutionnelle, oui. Oui, oui, et aussi bancaire et autres, sur tous les plans. Donc, dans ce contexte-là, le jeu celui qui va faire la pluie et le beau temps, c'est Nasrallah. Et Nasrallah, évidemment, attend le feu vert des ayatollahs pour trouver le moment propice pour s'attaquer à Israël. Et il est clair qu'après l'assassinat et l'élimination de Soleimani, il y a d'autres qui ont pris la relève, et ils vont essayer par tous les moyens, par des attentats, non seulement du côté libanais, mais aussi sur le plateau du Golan. Et c'est pour ça qu'Israël est très vigilant et prend toutes les mesures nécessaires. Eh bien, nous arrivons au terme de ce point sur les conséquences, les implications du coronavirus sur la région et la géopolitique régionale. Freddy, je vous remercie. Je vous souhaite, comme à tous nos auditeurs, bonne santé. Et on se donne rendez-vous au prochain jour de la semaine pour un autre angle sur la pandémie et le Moyen-Orient. Merci et Shavua Tov. Bonne semaine et bonne santé à tous.